Bonjour chers frères et sœurs, bienvenue pour nous débutons une série de 5 vidéos consacrées aux vertus cardinales. Alors dans cette première vidéo, je vous invite en guise de propos introductifs, nous allons réfléchir ensemble qu'est-ce que la vertu. Alors j'aimerais parler d'une problématique en soi assez simple. On parle beaucoup aujourd'hui de l'importance d'être unique, d'être différent, de suivre ce qui nous caractérise, d'être soi-même. La difficulté, c'est qu'au final, on se retrouve avec des personnes qui pensent toutes la même chose, qui ont la même sexualité débridée, les mêmes thèses complotistes, les mêmes goûts modelés par la publicité. On peine à trouver des personnalités qui ont du charisme, des personnes qui pèsent, qui soient vraiment libres. Nous retrouvons dans une société d'individus sans individus, pour reprendre le titre du livre d'un célèbre sociologue. La seule chose qui permet de se distinguer, c'est le prénom bizarre. Clitorine, Paloma, entre autres prénoms que j'ai pu entendre au cours de baptême. À défaut de se distinguer par la personnalité, on se distingue par le prénom. La grande question est donc de savoir pourquoi en est-on arrivé là. On rêve tous au fond d'avoir une personnalité propre, de forger en nous un caractère, un être qui a du poids, de la présence, capable de poser des choix libres et de s'y tenir, d'être quelqu'un sur lequel on puisse compter. Comment devenir unique? Comment atteindre la perfection de soi? Comment développer pleinement tout ce que nous avons reçu en nous à titre de potentiel? Il me semble que cet échec à devenir soi-même, cet échec de notre société à forger des personnalités qui soient véritablement libres, tient à la domination ces dernières années de la morale des valeurs en lieu et place de la morale des vertus. C'est quoi une valeur morale? On entend beaucoup parler de valeur morale. Le problème de la valeur morale, c'est qu'elle est fluctuante. Le terme de valeur, avant de s'appliquer dans le champ de la morale, nous vient tout droit des marchés financiers. Une valeur sur un marché financier, la valeur d'une valeur sur un marché financier est liée à une loi de l'offre et de la demande. Plus il y a de personnes qui veulent des actions Apple, plus le prix de cette valeur augmente, prend de la valeur. Moins il y a de personnes qui veulent des actions Apple, plus cette valeur diminue. Voilà, donc il y a quelque chose de très relatif dans la dimension de valeur, et c'est exactement ce que nous retrouvons sur le champ de la morale. Les valeurs morales sont très relatives. Je vais juste vous prendre un exemple. Par exemple, la valeur fumer dans les lieux publics. Il y a encore 20 ans, il n'était pas rare de pouvoir fumer dans un avion, de pouvoir fumer dans le train, de fumer chez soi. Aujourd'hui, depuis que la cigarette a été interdite, depuis qu'on n'a plus le droit de fumer dans les restaurants, dans les trains ou dans les avions, il est devenu quasiment impossible de fumer, même chez soi, même à l'intérieur, même lorsqu'on est invité chez des personnes, c'est très incongru de fumer dans le salon. On sort pour fumer. Ce n'était pas le cas il y a 20 ans. Donc autrement dit, la valeur fumée à l'intérieur était très importante, avait la cote il y a 20-25 ans, alors qu'elle ne l'a plus du tout aujourd'hui. Vous voyez bien que la valeur est quelque chose de relatif, et donc comme elle est fluctuante, la valeur est incapable de venir développer en nous ce potentiel, cette personnalité, cette liberté qui vient forger en nous un véritable caractère. Et pour cela, nous avons besoin de la vertu. Nous avons besoin de passer d'une morale des valeurs à une morale des vertus, parce que c'est le rôle de la vertu de nous faire grandir en liberté par la recherche du bien et de la vérité, qui, eux, pour le coup, ne fluctuent pas. Alors, le plus simple, pour aller un peu plus avant dans notre sujet, c'est de repartir de la définition que nous donne le catéchisme de l'Église catholique au numéro 1804. Je cite. Les vertus humaines sont des attitudes fermes, des dispositions stables, des perfections habituelles de l'intelligence et de la volonté qui règlent nos actes, ordonnent nos passions et guident notre conduite selon la raison et la foi. Elles procurent facilité, maîtrise et joie pour mener une vie moralement bonne. L'homme vertueux, c'est celui qui librement pratique le bien. L'homme vertueux, c'est celui qui librement pratique le bien. Alors, nous pouvons voir un double enjeu à revenir à une morale des vertus en oubliant celle des valeurs. Un enjeu à la fois individuel et sociétal. D'un point de vue individuel, vous vous en doutez,
Le but que nous devons nous fixer, c'est de bien exercer notre métier d'homme. Or, pour cela, nous avons besoin des vertus. La vertu est ce qui vient forger en nous notre personnalité et ce qui vient déployer en nous la liberté, c'est-à-dire cette capacité à choisir la vérité et le bien pour orienter notre vie et non pas être esclave de nos désirs et de nos émotions. C'est la mise en place des vertus de notre vie qui va faire forger en nous notre vraie personnalité et forger en nous des êtres libres. Si la vertu est importante dans nos vies personnelles, elle est aussi très importante du point de vue de notre société. C'est le second enjeu d'une redécouverte d'une morale des vertus. Et là, je vais m'appuyer beaucoup sur un texte, sur un livre de George Weigel que je citerai en conclusion. Voilà. D'après saint Jean-Paul II, dans son encyclique Centesimus Annus, les théories fonctionnalistes de la démocratie se font une idée faussée du régime démocratique. Ils pensent en effet que la démocratie et le marché sont des machines qui peuvent fonctionner par eux-mêmes à condition qu'elles soient bien conçues. Mais c'est faux. En effet, pour pouvoir fonctionner correctement, les démocraties ont besoin d'hommes et de femmes d'un type particulier, capables d'orienter la démocratie et le marché vers le bien commun. Or, cela ne peut être fait que par des hommes et des femmes vertueux. En effet, pour bien fonctionner, la démocratie a besoin de personnes suffisamment tempérantes pour ne pas rechercher leur désir propre, mais le bien commun de l'ensemble de la société. Or, aujourd'hui, nous sommes dans une culture qui nie complètement cette capacité de l'intelligence humaine à rejoindre la vérité. Dès lors, la discussion démocratique ne peut plus avoir lieu, puisque ce ne sont pas des arguments raisonnables qui sont échangés, mais des arguments émotionnels ou communautaristes. C'est pour cette raison que certains commentateurs parlent d'une sortie du politique. Nous ne sommes plus capables de dialoguer parce que nous ne reconnaissons plus la capacité partagée par tous les êtres humains de rejoindre la vérité ensemble. Cette négation construit le tombeau de la démocratie et livre la société au communautarisme. Et c'est justement le rôle de l'Église que de former de telles personnes vertueuses. C'est là que nous voyons le rôle majeur que l'Église peut jouer dans la société. Elle fournit un cadre dans lequel de telles personnes peuvent être formées. Elle fournit à la société des personnes vertueuses capables de prendre en compte le bien commun et qui ont confiance dans la capacité de la raison à connaître la vérité. Bien entendu, la famille est aussi le lieu par excellence dans lequel de telles personnes peuvent prendre naissance. On peut noter ici toute l'ironie de l'époque que nous sommes en train de vivre, en sapant le fondement de la famille, en fragilisant le mariage entre un homme et une femme, en attaquant l'Église et en lui déniant tout droit de citer dans l'espace public, les différents gouvernements sapent les conditions de possibilité du bon fonctionnement de notre système démocratique. Ils créent, si on y réfléchit bien, les conditions de sa disparition ou en tous les cas de son dysfonctionnement. C'est pour cette raison qu'en cherchant chaque jour à être meilleur, à faire le bien, à fuir l'égoïsme, à rechercher le bien commun avant mon bien personnel, je ne travaille pas que pour ma petite vie, mais je contribue aussi au bien commun de l'ensemble de la société. C'est pour cette raison qu'il est urgent de renouer avec une morale des vertus. Alors, en guise de conclusion, posons-nous la question. Quel type de liberté recherchons-nous ? Est-ce que nous recherchons une liberté comprise comme volonté de faire ce que je veux, ou bien une liberté comprise comme excellence ? Excellence, c'est-à-dire recherche des vertus. Pour vous aider à réfléchir, je vais prendre le temps de vous citer longuement George Weigel, dont je vous ai déjà parlé, qui a écrit un livre qui s'appelle L'ironie du catholicisme moderne, paru en 2022. George Weigel est un spécialiste de Jean-Paul II. Voici ce qu'il écrit, je cite. « La liberté, insista Jean-Paul II, n'était pas une faculté de la volonté libre de toute attache qui pouvait légitimement s'attacher à n'importe quoi. C'était là une notion enfantine, voire inhumaine de la liberté. Une notion par laquelle cette même liberté était réduite à une licence, faire ce que je veux. Une liberté vraiment humaine, est celle dans laquelle nous choisissons librement ce que l'on peut rationnellement savoir être bon
et nous le faisons par habitude. La liberté comme volonté est comme un enfant qui tape sur un piano. La liberté qui fait des individus matures et des sociétés cohérentes est comme un artiste qui a maîtrisé les disciplines qui lui permettent de faire la vraie musique au piano, la liberté pour l'excellence. La liberté en tant que licence est comme un enfant qui babille, alors que la liberté pour l'excellence est comme un être humain en pleine maturité, qui apprend le vocabulaire et la grammaire afin de pouvoir réellement communiquer avec les autres. La liberté en tant que volonté, selon Jean-Paul II, est un corrosif qui ronge les engagements de la modernité politique en matière d'égalité et de solidarité. La liberté vécue pour l'excellence par des personnes qui ont intériorisé les disciplines de la maîtrise de soi et les habitudes de la vertu rend possible l'autogouvernance démocratique et le bon fonctionnement des marchés. Fin de citation. Voilà, chers frères et sœurs, j'espère que cette vidéo vous a donné envie de voir les 4 autres vidéos qui vont suivre sur les vertus et surtout vous a donné envie de vivre, de renouer avec cette morale des vertus ou en tous les cas, si ce n'est pas une découverte, de persévérer dans cette morale des vertus. Alors, je vous laisserai 3 questions pour partager entre vous durant votre temps de fraternité. Première question. Quelle est la différence d'après vous entre une vertu théologale et une vertu cardinale ? Deuxième question, est-ce que vous connaissez les vertus cardinales et les vertus théologales ? Et troisième question, je vous encourage à partager entre vous sur la place que les vertus occupent dans votre vie et dans l'éducation de vos enfants si vous en avez. Je vous remercie encore une fois pour votre écoute et j'espère vous avoir donné le désir de voir les autres vidéos. Bon temps en fraternité.